Bonjour, dans cette vidéo I8, nous allons nous intéresser au problème de la crise alimentaire, conséquence du Covid. Dans la dernière vidéo I7, nous avons parlé des pays du Sud, où la situation risque d'être dramatique. Cette fois-ci, nous allons regarder ce qui se passe en France et en Europe. Nous allons aborder cette question sous 5 aspects. D'abord, qu'allons-nous manger de nourriture? Ensuite, qu'est-ce qui va se raréfier? Ensuite, qu'allons-nous moins manger? Ensuite, allons-nous manger davantage de local? Et puis, pour terminer, qui va avoir du mal dans notre pays à s'approvisionner en nourriture? Alors, le premier chapitre, c'est « Allons-nous manquer de nourriture ?» La réponse est non. Évidemment que non. La France est un très grand pays agricole. La France produit plus de nourriture que ce qu'elle mange. Mais ceci est valable pour l'Europe, parce que cette crise du Covid est un peu un crash test pour l'Europe agricole. Nous nous sommes regroupés à 28 pays et nous avons augmenté la production agricole de façon à ce que les pays qui puissent produire plus arrivent à nourrir ceux qui ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Mais il y en a beaucoup de pays en Europe qui ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Je ne sais pas si les partisans du Brexit ont bien compris que les paysans anglais ne sont pas capables de nourrir les Anglais. Mais c'est la même chose pour les Norvégiens, près de chez nous, c'est la même chose pour la Suisse. Et donc, à l'intérieur de ces 28, finalement, cette espèce de crash test du Covid a permis de tester l'efficacité de la politique agricole commune. Les camions continuent de circuler et nous n'avons pas peur de manquer. Voyons quand même un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est que il y a une transformation très importante et extrêmement soudaine de notre manière de manger. Il faut se rendre compte que, avant le Covid, il y a à peu près 20 millions de Français qui mangeaient au restaurant ou à la cantine à midi, et à peu près encore 10 millions le soir. Ça fait un chiffre d'affaires gigantesque qui passait par les restaurants et les cantines et qui tout d'un coup revient à la maison. Mais en termes de logistique, c'est un défi considérable parce que pour les restaurants et les cantines, c'était quelques milliers d'acheteurs qui achetaient chacun pour 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000 personnes d'un seul coup. Et maintenant, nous sommes des dizaines de millions d'acheteurs qui achètent pour 2, 5 ou 7 personnes. Et donc, toute l'organisation de la logistique pour amener la nourriture a été amenée à se transformer et il y a forcément quelques ratés. Alors, un des ratés du début, ça a été la farine. On a cru qu'on allait manquer de farine. C'est impensable de manquer de farine dans ce pays. Attendez, on est un très gros producteur de blé. La France produit autour de 40 millions de tonnes de blé, alors que nous n'en mangeons que 7 à 8. Nous en donnons à peu près autant à nos animaux et nous exportons plus de la moitié de notre production de blé. Donc s'il y a une chose qui ne manquera pas en France, c'est bien le blé. Mais il y a eu un petit manque de farine dans les supermarchés. Mais pourquoi? Vous imaginez bien qu'on ne livre pas les boulangers de la même manière que les supermarchés. Donc ce qui était livré avant par gros sac ou par camion entier doit maintenant s'emballer un petit peu plus par paquet de 1 kilo. Donc ce qui a manqué, ça n'est pas la farine, ça n'est pas le blé, c'est les possibilités d'emballer la farine par kilo. Donc ça n'est qu'une apparence de pénurie et bien évidemment, ça s'est rectifié. Bon, mais c'est la même chose pour les pommes de terre, hein, on va pas manquer de pommes de terre. En France, on produit 2 fois plus de pommes de terre que ce qu'on mange. Tiens, il y a eu aussi des pénuries d'œufs. Enfin, ça n'existe pas les pénuries d'œufs en France. Notre élevage est nettement suffisant pour produire
Les œufs, ben nous consommons environ 40 millions d'œufs par jour dans ce pays et nous produisons un peu plus. Mais là, c'est pareil. Vous imaginez pas que l'agro-industrie ou les grands restaurants achètent leurs œufs par boîte de 6. Donc en fait, on a manqué de capacité d'emballage et de boîtes de 6 et de 12 œufs. On n'a absolument pas manqué d'œufs dans ce pays. Donc tout ça ne peut que petit à petit s'améliorer et revenir à la normale. On ne va pas manquer de nourriture essentielle. On ne manque pas de viande, on ne manque pas de lait, on ne manque pas de céréales, etc. On ne manque pas d'œufs. De plus, ces grands produits, qui sont la base de l'alimentation, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir les récolter. Il faut se rendre compte que pour récolter le blé, c'est une activité extrêmement mécanisée. On a besoin d'une personne sur une moissonneuse-batteuse, d'une personne sur un tracteur, et c'est parti pour 300 tonnes de blé récoltées dans la journée. Donc même avec les mesures de confinement, il n'y a aucun problème. Attendez, même les pommes de terre. Les pommes de terre, pourtant, il faut aller les chercher sous la terre. Ben, c'est à peu près pareil. Avec 2 personnes, on récolte 2 à 300 tonnes de pommes de terre par jour. Donc la récolte n'est absolument pas menacée. Deuxième question, qu'est-ce qui va manquer un peu? Alors, il y a quand même, effectivement, un problème sur les fruits. Bon, les légumes, ça va encore parce que la plupart des légumes vont être récoltés à la machine. Les fruits, ça n'est pas du tout la même chose. En fait, pour récolter les fruits, ça se récolte à la main parce qu'il faut regarder un par un si le fruit est mûr. Mais alors, ceux qui ont des jardins potagers, ben eux, ils font tout. Ils font les pommes de terre, ils font les cerises, ils font les salades, donc ils passent de l'un à l'autre. Mais c'est évidemment pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand je fais du melon, c'est peut-être 200 hectares de melon. Quand je fais des cerises, je fais des cerises. Quand je fais des tomates, je fais des tomates. Et donc, comme tous ces fruits vont mûrir en même temps, j'ai besoin au moment de la récolte d'amener énormément de main-d'œuvre pour aller récolter un par un ces fruits. Et là, il y a un pépin, parce que ce travail agricole est très pénible. Vous savez, la terre est basse, hein. Le soleil chauffe, d'accord, c'est en plein air, mais enfin, c'est un travail physiquement très pénible et très mal payé. Et donc, logiquement, il y a 280 000 personnes chaque année qui viennent récolter nos fruits et les légumes qui se récoltent à la main, comme par exemple les asperges. 80% viennent de l'étranger. Et souvent de l'étranger lointain. C'est-à-dire des pays de l'Est, d'Afrique du Nord ou même d'Afrique noire. Et là, ben, ils n'ont pas de visa, ils peuvent pas venir. Alors déjà, c'est leur revenu annuel. Donc ces gens-là sombrent dans une pauvreté noire, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'allocation chômage pour eux. Mais chez nous, ben, pour ramasser les fraises, pour ramasser les asperges, mais aussi les melons, les pêches, les prunes, les abricots, les cerises, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, on va manger moins de fruits cette année et ils vont coûter plus cher. Alors, on se dit, mangeons plutôt français, ok? Enfin, on mange français, récolté par des Marocains ou des Sénégalais ou des Albanais ou des Roumains. Mais ce qui n'est pas français en Espagne, c'est pareil, hein, c'est aussi les Marocains qui ramassent en Espagne. Donc, on va avoir un petit problème. Bon, petit. Allez, si j'ose une comparaison, on aura tous les ingrédients pour faire un bon gâteau. On aura de la farine, on aura des œufs, on aura du lait, etc. Bon, on va avoir un petit peu de mal à mettre la cerise sur le gâteau. Et évidemment, les producteurs de fruits et certains producteurs de légumes, qui en plus voient leur circuit de distribution complètement modifié, parce qu'on a fermé les marchés locaux, enfin tout ce qui est proximité est plus compliqué, malheureusement. Et donc, eux vont avoir beaucoup de mal à vivre. Or, c'est déjà des gens qui gagnaient très peu leur vie. Donc, on risque, si on fait pas un gros effort, d'avoir une déprise et d'avoir une baisse radicale de notre capacité de production de fruits et de légumes dans ce pays. Alors, une des solutions, ce sera l'importation, bien sûr. Faut se rendre compte que la moitié de nos fruits actuellement sont importés, hein, notamment du sud de l'Espagne. Mais c'est une véritable noria de camions.
c'est à peu près 35 000 camions qui tous les jours arrivent d'Espagne pour arriver essentiellement à Rungis. Bon, ceci est assez fragile. Pour le moment, les camions fonctionnent. Pour le moment, Rungis fonctionne. Mais imaginez que dans ce plus grand marché d'Europe, le Covid arrive. On a fermé l'aéroport d'Orly, on a fermé le porte-avions Charles de Gaulle. Si jamais on ferme Rungis pour cause de coronavirus, ben, les Parisiens sont très mal. Ou si jamais la frontière se ferme et les norias de camions ne circulent plus non plus. Donc, pour le moment, tout ça fonctionne. Mais s'il y a une deuxième ou une troisième vague de coronavirus et que malheureusement, elle arrive justement dans ces nœuds logistiques pour manger, ça pourrait être un petit peu compliqué. Alors, la troisième idée, c'est qu'est-ce qu'on va moins manger? Alors, on constate par exemple une baisse radicale de la consommation de poissons. Absolument radicale, hein, plus de la moitié en moins. Les chalutiers pratiquement ne sortent plus. Enfin, une bonne partie des chalutiers ne sortent plus. Ben, il faut dire que dans notre culture culinaire, on est plus axé vers la viande que vers le poisson. On a l'impression que c'est compliqué à cuisiner le poisson. Donc on mange beaucoup de poissons au restaurant ou à la cantine. Comme les restaurants et les cantines sont fermés et qu'on se replie sur ce qu'on sait faire, ben on achète moins de poissons. En plus, c'est un produit qui a besoin de se consommer très frais et on ne fait plus les courses qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Donc il y a une chute radicale du poisson. Et en plus, vous imaginez bien que sur les petits chalutiers, les mesures de confinement pour éviter de se passer le coronavirus sont compliquées. Donc, cette industrie de la pêche est en baisse complète, en problème gigantesque. Et on avait augmenté massivement notre consommation de poissons dans les dernières décennies. Ça n'est pas sûr qu'on revienne à la consommation d'avant, après le coronavirus, surtout que ça va durer. Alors après le poisson, la viande. Alors la viande, il faut prendre du recul. Et le lait, pareil. On a augmenté massivement notre consommation de viande et de lait au XXe siècle. Alors le Français, qui est un être rationnel, s'est fixé sur le millésime. Dans les années 30, on mangeait 30 kilos de viande et 30 kilos de lait. Dans les années 50, 50 kilos de viande, 50 kilos de lait. Dans les années 80, 80 kilos de viande. Et au tournant du siècle, c'était le summum. On a consommé environ 100 kilos de viande et 100 kilos de lait et de laitage chacun. Alors, seuls les naïfs pouvaient penser que ça allait continuer. Ben, si on continue avec le millésime, ben, au bout d'un moment, on va manger 200 kilos de viande, puis 300 kilos de viande, puis 400 kilos de viande. Donc évidemment que non. La courbe a forcément une inflexion. L'inflexion est arrivée autour de l'an 2000. Parce que comme tout le monde pouvait manger de la viande, tout le monde pouvait manger des laitages, c'est devenu moins moderne. Et on a commencé à prêter l'oreille à tous ceux qui trouvent que c'est pas bien. Alors, il y en a trois, grosso modo. Il y a les écologistes qui disent la viande, ça contribue très fortement à réchauffer la planète, et puis ça épuise les ressources de la planète. Puis, il y a les amateurs des animaux qui disent oh, quand même, c'est très cruel l'élevage. Et puis alors, je ne vous dis pas dans les abattoirs. Donc, il faut arrêter la cruauté envers les animaux. Et puis, il y a une troisième catégorie, les médecins, les diététiciens qui disent c'est quand même pas bon de manger autant de produits trop riches. Donc, ça provoque plein de problèmes de santé. Donc, avant, on les écoutait pas. Parce que, attendez, on voulait manger comme le patron, hein. On allait à l'usine, non plus pour gagner son pain, mais pour gagner son beefsteak. Ensuite, pour mettre du beurre dans les épinards. Bon. Et puis maintenant que tout le monde peut avoir du beurre et du beefsteak, la consommation, logiquement, commence à baisser. Alors, pour la viande, on est passé de 100 kg à 85 kg. Pour le lait, 100 kg à 90. C'est une pente qui ne faisait que commencer, mais qui provoque évidemment une gigantesque crise dans notre élevage qui était essentiellement tourné vers la quantité, toujours plus. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, dans les années 50, mon père avait l'air très moderne. Il avait 4 poulaillers de 250 poules, 1000 poules ponteuses réparties en 4 poulaillers. On avait l'impression que c'était énorme. Mais attendez, maintenant,
Un poulailler, c'est 10 000, 15 000, 20 000 poules. Donc, on a fait dans la quantité. Bon, c'est pareil pour les vaches, c'est pareil pour les cochons, etc. Bon, et donc, cette crise est durable. Et puis, avec le Covid, c'était pas une pente, hop, on est descendu d'une marche. Ben oui, pareil, on fait ses courses que une fois par semaine, c'est compliqué, les produits frais, etc. Et puis, les restaurants, il faut dire qu'ils abusaient. Ils donnaient des très grosses parts de viande. Et puis, on se dit, bon, attendez, on n'est pas obligé de manger un beefsteak de 170 grammes, hein. Alors, moi qui suis retraité, 80 grammes, ça suffit. 170 grammes pour deux, c'est bien, mais du coup, on veut que la viande soit bonne. Et donc, est-ce que cette marche qui a accéléré le mouvement, on va la rattraper? Ou est-ce que, effectivement, on a tout d'un coup une baisse très forte de la consommation de viande et de laitage qui va aggraver considérablement la crise de l'élevage? Et en fait, l'élevage, soyons clairs, elle a besoin de se préparer d'ici 10, 15 ou 20 ans à une consommation nettement plus faible dans nos pays de ces produits. Et donc, il faut passer d'une industrie tournée vers la quantité à une industrie tournée vers la qualité. Bon, c'est ce qu'ont fait les viticulteurs, par exemple, hein. Ah ben, on consomme quand même 3 à 4 fois moins de vin que dans les années 50. Ben, n'empêche que ils s'en sont sortis. Le chiffre d'affaires de la viticulture n'a cessé d'augmenter, alors que la consommation des Français est passée de 140 litres à 40 litres. Sauf que maintenant, t'en veux moins que du bon, que du cher. Ben, c'est la même chose que doivent faire les éleveurs. Élever uniquement des animaux d'ailleurs qu'on peut élever avec les végétaux français. Faut arrêter cette dépendance absurde au soja d'Amérique latine, sous signe de qualité, vendu plus cher. Donc ça, c'est une accélération de ce phénomène. Alors, quatrième problème, allons-nous manger plus de local? Alors évidemment, c'est un mouvement qui a l'air énorme. Les gens disent, ben, c'est compliqué cette crise. Pourquoi aller chercher sa nourriture à 500, à 1000 ou à 2000 kilomètres? Alors, je ne parle pas de la nourriture qui est à 10 000 kilomètres, hein, notamment le soja pour nos animaux. Nos animaux, eux, ils mangent de la nourriture qui vient de très loin, ça c'est fou. Mais il faut se rendre compte que le local ne peut concerner qu'un tout petit nombre de personnes. Il faut se rendre compte qu'on introduit 1 tonne par an dans sa bouche. Il y a à peu près 600 kilos de liquide et 400 kilos de solide, un peu plus d'1 kilo par jour. Mais comme on gâche, ben c'est plus qu'1 kilo, c'est plutôt 1,5 kg. Ben, à Paris, il y a 12 millions de personnes. 12 millions de personnes qui mangent 1,5 kg, c'est de l'ordre de 15 à 20 000 tonnes de nourriture qu'il faut amener tous les jours à Paris. Alors, on aime les petits poulaillers sympathiques, ben c'est très bien. N'empêche que à Paris, il faut amener 7 à 8 millions d'œufs par jour. C'est pas uniquement multipliant les petits poulaillers, mais c'est pareil pour les fruits, c'est pareil pour les légumes, c'est pareil pour la nourriture. Donc, tous ces marchés fermiers, ces AMAP, ces groupements divers, c'est très bien. Mais c'est très bien pour les petites villes. Ce sera forcément une toute petite partie de la nourriture des grandes villes. De même ce qu'on produit dans nos jardins potagers autour, etc. Maintenant, on se dit, on va faire des choses en ville, sur les toits, etc. Mais attendez, c'est minuscule en termes de volume. C'est très important en termes culturels, mais c'est minuscule en termes de volume. Et donc, il va y en avoir plus, mais on va passer de très très peu de local à très peu de local, hein, dans les grandes villes. Alors, dans les petits bourgs, oui, évidemment, qu'on va aller acheter sa viande là à côté chez l'éleveur qu'on connaît, on aura vu la bête, on l'aura désignée, etc. Et puis pareil pour forcément les légumes. Mais à Paris, à Lyon, à Marseille, on va continuer forcément à se nourrir d'abord d'une grande agriculture industrialisée. Alors, dernier point, qui va avoir du mal à s'approvisionner? On voit aujourd'hui qu'il y a un vrai problème dans le dernier filet. Parce que les gens sont au chômage,
l'État les rémunère, mais il les rémunère un peu moins bien quand même, hein, 84% du salaire. Donc il y a une baisse de salaire. Mais pour une bonne part, cette baisse de salaire, elle affecte des gens qui sont déjà ric-rac et qui sont affectés une deuxième fois parce que leurs enfants mangeaient quasiment gratis à la cantine. Alors si j'ai 3 enfants qui mangeaient presque gratuitement à la cantine, on me baisse mon salaire de 15% et je dois nourrir mes enfants, ben, je m'en sors plus. Et puis, il y a plein de gens qui arrondissaient leur fin de mois, allez, avec des petits boulots. Ben, ces petits boulots, c'est fini, c'est pas indemnisé. Et donc, on a beaucoup plus de gens qu'avant qui ont besoin de la dernière strate, c'est-à-dire les banques alimentaires, les restaurants du cœur, la solidarité, etc. Et d'ailleurs, on voit, en France, mais encore plus aux États-Unis, les files s'allonger de façon très préoccupante. Ben, c'est pas un petit nombre de gens, hein. Il faut se rendre compte qu'il y a à peu près 5 millions de personnes chaque année qui, en France, vont dans ces différentes banques alimentaires. Alors, si on passe à 10 millions, c'est beaucoup plus. Et en plus, dans le même temps, ces banques alimentaires ont beaucoup de mal à s'approvisionner parce qu'en fait, ce système économique était basé, pour une bonne part, sur le recyclage de notre gâchis. Parce qu'avec cette agriculture et surtout cette alimentation très centralisée, ah ben, il y a beaucoup de centrales d'achat, il y a beaucoup de grandes surfaces, il y a énormément de restaurants, ben, tout ça, ça produit du gâchis. Et justement, ces banques alimentaires vont à la sortie pour s'approvisionner. Mais comme la plupart de ces grosses structures ont fermé, ben, elles n'achètent plus, donc elles n'ont plus de gâchis. Alors, potentiellement, il y a toujours autant de nourriture. Sauf que, au lieu d'aller la chercher à la sortie d'un restaurant ou d'un grossiste, il faut aller la chercher directement à la campagne. Et ben ça, c'est beaucoup plus compliqué du point de vue logistique. Donc, les différents gouvernements commencent à s'intéresser. Aux États-Unis, ben, c'est énorme. Trump a dit, ben, allez, je donne 3 milliards de dollars pour aller acheter. Ça soutiendra à la fois les paysans et les pauvres. Et puis en plus, on a très peu de systèmes de protection sociale, donc il faut l'organiser au débeauté. Bon, en France, on parle par dizaines de millions. La France a sorti à peu près 39 millions d'aides pour les associations humanitaires et puis les collectivités locales. Bon, mais on voit bien que si à terme, il y a moins de gâchis, parce qu'on fera plus attention à la nourriture, malheureusement, il y aura toujours des gens qui auront besoin d'aide. Et le dernier système d'aide, il va falloir qu'il se réorganise pour s'approvisionner directement à la source, à la campagne, et non pas uniquement ou majoritairement sur notre gâchis. Donc c'est beaucoup mieux, évidemment, de moins gâcher, mais c'est quand même bien de continuer à avoir le dernier filet et de faire en sorte que dans ces pays des droits de l'homme, tout le monde puisse manger. Mais c'est un acquis considérable. Parce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, dans le tiers-monde et en particulier en Afrique et en Asie, on risque des famines avec le Covid. Ben heureusement qu'en France, non. Mais ça nécessite une très grosse réorganisation pour que tout le monde, y compris ceux dont les revenus ont radicalement chuté, puissent manger. Merci de votre attention.